Voici une petite vidéo qui va concerner donc la conductivité, toujours la conductivité qui est fondamentale à comprendre au niveau des calculs de pH, notamment pour comprendre les solutions électrolytiques. Quand je parle de solutions, c'est des solutions liquides, des solutions électrolytiques. Pour bien les comprendre, il faut comprendre les phénomènes électriques qui s'y passent à l'intérieur des solutions électrolytiques et à partir de là, en tirer des lois qui existent déjà pour les matériaux solides et donc tirer des lois pour les substances en solution liquide. Alors je vous rappelle qu'une solution, c'est un soluté plus un solvant. Et derrière ça, il y a des théories. Il y a la théorie d'Arrhenius-Oswald. Je vous ai déjà montré la constante de dissociation d'Oswald, qui est la concentration, si j'ai un solvant qui est de l'eau, parce qu'on peut avoir d'autres solvants autres que l'eau. Voilà, on a un solvant qui est de l'eau ici, et donc on aura ce qu'on appelle une solvatation. L'eau va entourer la molécule de soluté, enfin la décomposition. Elle va casser les liaisons, l'eau va casser les liaisons du soluté. Si j'appelle par exemple le soluté MX, le MX que vous allez introduire là-dedans, l'H2O va casser les liaisons, va réduire les forces électrostatiques des liaisons de manière à créer une scission de la molécule. Et bien sûr, après, il y aura ces ions qui ont été créés. Et ça, c'est la théorie d'Arrhenius-Oswald qui diront que bon, ces ions qui ont été créés grâce à l'eau, c'est l'eau qui a fait ça, qui a dissocié la molécule. Et l'eau va créer une certaine solvatation, va se mettre autour de l'ion positif qu'on appelle cation. Et l'eau va s'entourer autour de l'anion X-. Alors comment? Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. L'eau, on aurait une interaction ici, comme c'est le solvant est de l'eau, parce qu'on peut avoir des autres solvants, on peut avoir de l'alcool, voilà, on peut avoir du méthane, enfin d'autres solvants, on peut avoir du solvant qui est cyclohexane, etc., etc. On peut avoir différents types de solvants, et là, à ce moment, la solvatation va se résumer pas forcément à la même chose qu'une solvatation d'eau, parce que on peut avoir une solvatation par des ponts d'hydrogène. On retrouve ça quand on a de l'alcool avec un solvant bien spécifique. Quand on a de l'alcool et de l'eau, l'alcool et de l'eau, à ce moment-là, on a une solvatation qui n'est pas la même que celle-ci ici, puisqu'on va avoir des ponts d'hydrogène, des liaisons par pont H. Alors ce qu'on peut avoir comme solvatation, c'est voilà, des liaisons avec des liaisons van der Waals. Mais ici, ce sont des liaisons ions dipôles. C'est-à-dire que quand on a la cassure grâce à l'H2O, du MX, il y a une cassure qui s'est faite, c'est l'H2O qui a réduit cette force de liaison entre le M et le X. Elle a rompu ceci, justement, et c'est pour ça qu'on a un qui a pris l'électron, il a pris cet électron-là liant, il est devenu moins, et celui-ci, il en a perdu un, il est devenu plus. Donc il n'y a plus de liaison. Donc en fait, ils sont libres, mais ils ne se rattacheront plus, parce que justement, il y a l'effet de l'eau. L'eau, qui est H2O, comme ceci, va présenter son moins au plus. Voilà, chaque molécule d'eau va présenter le moins à l'ion positif. Voilà. Là, on a bien une interaction ion, M+ est un ion, et dipôle, parce que voilà, on a la charge de l'oxygène qui est négative va faire en sorte ici ils vont s'entourer, comme ceci, voilà, pour ne plus que, je veux dire, le M+ réagit avec du X-, et là c'est pareil, mais là ce sont les H+ qui vont se mettre ici. On a bien une interaction dipôle de l'H2O avec un ion négatif. Ils ne se mettent pas de la même manière, l'interaction se fait entre les charges plus et moins. Plus, moins, et moins, plus. Ion, dipôle. Mais le dipôle doit être ici positif parce que l'ion ici c'est un anion, il est négatif. Moins, plus. Alors que là c'est interaction de plus, moins. Bon, donc on a une cassure et tout doit se faire dans tout le mélange, dans toute la solution.
On doit avoir un bon mélange. C'est pour ça qu'on met des agitateurs, des mélangeurs, attention à ce que tout se fasse de manière homogène dans tout dans toute la solution. Qui est le système ici, hein. Le système, c'est la solution. Donc, en mettant donc un soluté MX dans un solvant qui va permettre de casser et donc dissocier la molécule MX, et si on a une dissociation forte, on a un déplacement total, hein, M plus X moins. C'est-à-dire que si on fait un tableau avec une situation initiale et une situation finale, ben on n'aura plus de X à la fin. Hein. Si on a une concentration de MX au départ, on n'en aura plus du tout parce que tout aura été consommé. On aura été tout consommé en situation finale. Il n'y aura plus d'MX, c'est-à-dire la molécule d'MX, il n'y en aura plus. Par contre, si on a une dissociation partielle, mais il restera du MX. Il restera du MX. Il restera du MX. Voilà. Et donc, la théorie d'Arrhenius-Oswald dit que quand on met un soluté dans un solvant, mais il y a une solution. Bien sûr, il ne faut pas dépasser, si on met un sel, il ne faut pas dépasser, par exemple, il faut calculer le produit de solubilité, pas dépasser un certain seuil, parce que sinon, vous allez avoir une saturation du sel dans l'eau, il n'y aura pas plus de dissociation, parce que vous avez atteint un seuil qui est, trop important. Voilà. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle des ions qui vont être créés dans la solution. C'est la théorie d'Arrhenius et Ostwald qui dit que le coefficient de dissociation vaudra la concentration en Mx fois la concentration M+, sur la concentration en X-. Si vous avez mis du Mx, voilà, mais ça c'est le coefficient de dissociation, bien sûr, de ceci. Parce qu'il existe aussi le KW ou KE. Le KE qui sera, comme on a de l'eau, mais ce sera vrai pour l'eau aussi. Ce sera la concentration en H+, fois la concentration en OH- sur la concentration en H2O. Bon. Ça vient des équilibres, ça, hein, ce sont des constants d'équilibre. On retrouve que ça en chimie, hein, des constants d'équilibre, c'est pas ça qui manque. Hein. Là, je vous en montre déjà deux, constants de dissociation ionique, voilà. Et alors, bon, le coefficient alpha, c'est le coefficient de dissociation, c'est la concentration de ce qui a été ionisé sur la concentration totale. Qu'est-ce qui a été ionisé ou dissocié? Ben, c'est le MX. Ah, c'est le MX, c'est la concentration de molécules dissociées sur la concentration totale sur la concentration de molécules dissoutes dans la solution. Voilà, donc on définit un alpha, un cas de dissociation, un KW, parce qu'on a de l'eau. Alors, donc on aura des ions, M+, et X-. Voilà. Et si on a une dissociation qui est non totale, alpha compris entre 0 et 1, il restera aussi du MX dedans, dans la solution. Voilà. Mais par contre, si vous avez un alpha, si la solution, si la réaction est, qui est la suivante, MX, la réaction, si c'est une réaction totale, on aura M plus X-. Voilà. Ça c'est alpha égale 1. Tout est dissocié. 100% de dissociation. Maintenant, s'il n'y a rien qui se dissocie, on n'aura plus d'ion. Hein. Si alpha égale 0, on n'a pas de dissociation. Il ne restera que du MX, il n'y aura pas de dissociation. Par contre, si on est compris entre 0 et 1, il restera des parts moléculaires là-dedans de MX. Donc là-dedans, dans la solution, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura de l'H+, de l'H2O et de l'H3O+. Voilà tout ce qu'il y aura dans la solution. Du MX, du H+, du X-, du H2O, de l'MX et de l'H3O+. C'est ce qui va... voilà. Et là, le coefficient de dissociation concerne bien sûr le MX. Hein. Concerne le MX. C'est un coefficient de dissociation du MX. Voilà, on a une réaction qui n'est pas A plus B donne C plus D, mais on a tout simplement A est dissocié en, c'est bien une dissociation, en B plus C moins. Donc on a une molécule qui se dissocie, qui donne des ions. Une molécule donne des ions. Une molécule donne des ions.
Alors, quand on a des ions, mais justement, c'est ça qui fait justement l'électricité. L'électricité peut venir de deux choses. Elle peut venir des électrons, comme on en retrouve dans les substances solides. On prend une résistance. Qu'est-ce qui va passer? C'est quoi le courant? Ben, le courant, c'est des charges électriques qui vont passer dans une section. Donc on a une densité de courant, une densité électronique, une densité d'électrons libres qui vont parcourir, voilà, un circuit électrique fermé. Fermé, voilà, où on a un générateur qui va fournir ces charges électriques. Et elle fournit ces charges électriques qui vont aller à la résistance, et donc on a un parcours de charges électriques, et plus les charges électriques sont nombreuses, et plus le courant est important. Ah, mais ça c'est pour les solutions, c'est pour les matériaux solides. Parce que dans les solutions, comme les liquides ici, on a des solutions liquides, eh bien, on a une conductivité qui n'a rien à voir avec les électrons. Ce sont des ions. Ce sont les ions, l'apport d'ions qui vont faire ce qu'on appelle la conductivité. La conductivité est due aux ions. Donc si vous augmentez le nombre d'ions, ben, la conductivité va augmenter, ça conduira mieux. Alors comment voir cette conductivité? Ben, il faut établir un circuit fermé. Hein. Vous faites un circuit fermé. Voilà, un circuit fermé, vous mettez deux électrodes, bien sûr. Et là, aux électrodes, il y aura des échanges. Des échanges, et là apparaîtra les électrons, parce que les électrons vont parcourir dans le matériau solide. C'est du solide qu'on a, les électrons. Les électrodes, c'est solide. Donc on aura un échange ion, ce sont des réactions redox, échange électronique. Tout comme les réactions acide-base, c'est un échange de protons, H+. Dans les réactions acide-base, on a des couples acide-base. Hein, c'est un échange de protons. Mais dans les réactions redox, c'est un échange d'électrons. Ça, c'est dans la réaction redox, c'est-à-dire réduction-oxydation. On a toujours un couple de réduction-oxydation. Et donc là, vous voyez qu'on aura des ions, mais les ions, c'est ça qui fait la conduction électrique, hein, ce sont les ions. Et donc après, on a un échange entre l'ion et les électrodes. Bon, soit une perte d'électrons ou de gain d'électrons. En gagnant ou en perdant des électrons, ben, les électrons vont circuler au travers d'un circuit, bien sûr, fermé. Et si vous faites ça, ben, on a une pile. On a une pile. Si vous faites ça, vous avez une pile. Et plus la solution conduira le courant, plus la pile va bien s'éclairer. Maintenant, si vous faites le phénomène réversible, ceci, la solution-là, constitue une pile avec une certaine force électromotrice que je vais appeler E. Si vous mettez une pile comme ceci, je vais mettre une force électromotrice E. Là, on a un phénomène réversible, mais c'est la force électromotrice là qui va gagner sur celle-ci. Donc à ce moment-là, tout est inversé, le courant est inversé, et voilà, l'anode devient la cathode devient l'anode par rapport à, voilà, au système réversible. On a un système réversible, donc ici on a une pile, et là on a la pile, bon, devient un consommateur, la pile ici devient un consommateur, là la pile est un générateur, alors que là la pile devient un récepteur, puisque c'est la force électromotrice ici qui va prendre le pas sur la pile. La force électromotrice est bien plus grande que celle-ci. Donc on a un phénomène réversible, le courant va circuler de la pile vers la pseudo-pile qui ici, qui n'est plus une pile mais qui est un récepteur, parce que la force électromotrice ici est bien plus grande que celle-là. Voilà. Par contre ici, on a une pile. La solution joue un rôle de pile. Ce qui veut dire, et là on a des électrons qui circulent. Hein. Ils circulent, mais pas à l'intérieur de la solution. À l'intérieur de la solution, il n'y a pas d'électrons, il y a des ions. Il y a des ions. Pas confondre des ions, pas confondre les charges électroniques des électrons, des charges ioniques. Pas confondre les électrons et les ions. D'ailleurs, dans les réactions redox, vous faites une réaction, un équilibre de charges électroniques, c'est-à-dire un équilibre des électrons, mais vous faites aussi un équilibre d'ions, un équilibre ionique. Il y a deux équilibres. Et les gens n'aiment pas ça parce qu'en fait, il y a deux équilibres à faire. Et encore, quand vous devez mettre sous forme moléculaire, il y a un troisième équilibre à tenir en compte. Donc voilà. Donc les gens n'aiment pas ça. Bon, ils aiment bien quand ils ont une réaction moléculaire où il faut équilibrer qu'une fois. Mais dans les réactions redox, on peut équilibrer jusqu'à 3 fois au maximum. Mais 2 fois au minimum parce que vous avez l'équilibre électronique et l'équilibre ionique.
Voilà, mais si vous devez mettre sous forme moléculaire, bon, c'est pas toujours le cas, on vous demande pas toujours de mettre sous forme moléculaire. Hein. Voilà, on vous dit, oui, c'est dans un acide ou dans une base, mettez sous forme moléculaire. À ce moment-là, il faudra faire un troisième équilibre pour voilà, équilibrer toutes les molécules. Hein. Un équilibre moléculaire à la fin. Mais c'est pas toujours le cas, on ne vous demande pas toujours l'équilibre moléculaire. On peut avoir un laissé sous forme ionique, c'est pas un problème. Pour autant qu'on ne vous demande pas de mettre la forme moléculaire, vous ne la mettez pas. Maintenant, si on vous demande de la mettre parce que vous êtes soit dans un milieu acide, base ou neutre, mais il faut le faire. Il n'y a pas de problème, c'est un troisième équilibre à faire. Voilà, donc ici, ça veut dire quoi? Bon, la conduction dans une solution est deux ions. Qu'est-ce qui fait la conduction? Ce sont les ions. Voilà, ce sont les ions qui, au départ, font la conduction et qui vont créer l'échange électronique par réaction redox aux abords des électrodes. Aux abords des électrodes. Voilà. Aux abords des électrodes. Là, on a un échange d'électrons. Hein. Il y en a un qui va perdre, l'autre qui va gagner des électrons. Et grâce à ça, les électrons sont créés et peuvent circuler. Ils peuvent circuler dans le circuit qui est constitué de fils électriques. Hein. De fils électriques. Là, d'abord, on a voilà. Et donc, on a les lois. On a un circuit électrique, si vous voulez. Un circuit électrique. Et si vous avez un circuit électrique, c'est parce qu'il y a une conduction. Qui dit conduction, dit circuit électrique, pour autant qu'on a un circuit fermé. Donc, qui dit conduction, là on aura un courant, un petit courant, hein, c'est mesurable grâce à un voltamètre, on peut mesurer la tension de courant. C'est des faibles courants, par exemple si vous prenez une solution qui est de l'eau, c'est un faible courant. Pour avoir des gros courants, qu'est-ce qu'on fait? On crée des batteries, hein, on crée plusieurs piles. Des accumulateurs, ce qu'on appelle des accumulateurs, vous mettez plusieurs piles, dire les uns à côté des autres, avec plusieurs potentiels, les potentiels vont, vont s'additionner. Hein. Si vous mettez une force électromotrice comme ceci, E1 plus E2 plus E3 plus E4, vous aurez E1, E2. Généralement, les piles donnent des petites forces électromotrices, c'est des potentiels d'oxydoréduction qu'on appelle ça. E1, E2, E3, E4. Mais si vous avez bien placé les piles dans le bon sens, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, ouais, je vais m'arrêter ici. Là, ce sera la somme de DEI pour I égale à 1 jusqu'à 4. Hein. La somme des forces électromotrices. Hein. Les 4 forces électromotrices, vous avez 4. Maintenant, quand vous pouvez faire un petit montage avec des piles usées, vous les mettez en série, ces piles usées, ils vont vous donner peut-être une petite tension plus élevée. C'est normal parce que si vous mettez des piles usées en série, vous obtenez une certaine tension. Voilà, pour autant qu'elles soient toutes usées, il faut de la place pour les mettre dans un petit boîtier, par exemple. Voilà. Ça, c'est un exemple, hein, d'un cas de figure que vous pouvez faire. Maintenant, ici, je voulais dire qu'ici, donc on a des ions. Et plus il y aura des ions, et plus on aura une meilleure conduction. Notamment, plus il y aura des ions, plus il y aura une meilleure conduction. Donc là, on a les lois électriques. R égale rho L sur S, qui est la loi de Pouillet. Et on a R égale rho L sur S, on a U égale R fois I. Voilà. C'est valable dans les conducteurs, pour les conducteurs, on va dire, solides, pour les matériaux solides, mais c'est vrai pour les substances liquides. Il n'y a pas de différence. Je veux dire, les lois électriques, elles sont valables aussi bien pour les solutions liquides, comme celle-ci, ou dans un matériau solide, comme ceci. Généralement, quand vous étudiez l'électricité, sur base de résistance, qui sont des matériaux solides, mais qu'ils étaient liquides en usine, parce qu'elles sont fondues pour avoir des amalgames. Hein. Les amalgames, pour les avoir, il faut les fondre. Voilà, ils ne sont pas rajoutés l'un à côté de l'autre, hein, il faut les fondre. Donc il y a des mélanges qui se font en solution liquide, en usine. Mais après, vous le remettez solide, et après, c'est à vous à accepter ce qu'on vous a donné. Par contre, dans une solution comme ça, vous pouvez modifier ce que vous voulez. En modifiant le nombre d'ions, en rajoutant du produit. Voilà, soit en diluant, ou en rajoutant du produit. Bon, alors, ça, ce sont les lois électriques. Si je prends cette loi pour maintenant, je vais m'intéresser aux solutions liquides, voilà, aux solutions qui est un soluté plus un solvant. Donc il contient, si vous voulez, c'est une solution électrolytique. Voilà, il y a des électrolytes qu'on appelle forts et faibles. C'est-à-dire qu'il y en a qui conduisent très bien l'électricité, d'autres qui ne conduisent pas bien l'électricité. Alors, on a les lois ici de Pouillet. Rappelez-vous que dans les matériaux, le rho, c'est ce qu'on appelle la résistivité. La résistivité dépend du matériau. Voilà, la résistivité dépend du matériau. Ici, la résistivité va dépendre aussi de l'électrolyte, du type d'électrolyte.
Alors, dans la loi de Pouillet ici, le L ici c'est quoi? C'est la longueur. Là, si c'était un fil, c'est la longueur du fil. Si c'était un fil, c'est la longueur du fil. S étant la section du fil. Voilà. Donc la résistance est dépendante, d'après la loi de Pouillet, de la résistivité, de la longueur du fil et de la section. C'est-à-dire que la résistance dépend de la longueur. Plus la longueur est grande, plus la résistance est grande. C'est normal parce que les électrons, dans un matériau solide, pour parcourir un long trajet, ben, ce sera plus difficile que de parcourir un trajet plus petit. La résistance est moins grande si les électrons devaient traverser une longueur plus petite, c'est normal. C'est comme une voiture qui doit faire un long trajet, ben, c'est plus difficile que de faire un petit trajet. C'est un peu la même chose. Donc la résistance est dépendante de la longueur. La résistance est dépendante de la section. Plus la section est grande, plus la résistance est petite, c'est normal. Si vous aviez par exemple 10 personnes qui doivent passer dans un tunnel, si le tunnel il est grand, ben, c'est plus facile à faire passer plus de gens. Donc si on a une section grande, il y a plus des électrons, plus facile de passer dans une section plus grande. Donc il y a moins de difficultés au passage du courant, au passage des électrons, si la section est grande. Voilà. Donc la résistance est plus petite. Voilà. Donc vous voyez bien que la résistance dépend de facteurs, on va dire, géométriques, longueur et section. Mais elle dépend d'un facteur propre aux matériaux. Les matériaux ont des propriétés physico-chimiques, et l'une des propriétés physiques électriques, je dirais, c'est la conductivité. Des matériaux qui conduisent mieux que d'autres. Voilà, c'est par la nature interne de leur constitution, il y a des matériaux métalliques, parce que ce sont les métaux qui sont conducteurs. Voilà, on a les métaux et les non-métaux. Les non-métaux sont mauvais conducteurs de l'électricité. Par contre, je parle en termes d'électricité parce qu'il y a aussi voilà, la conduction de chaleur. Les métaux conduisent très bien la chaleur aussi. Mettez un métal, faites-le chauffer, touchez de l'autre côté, à un moment donné, vous allez vous brûler. Hein, parce que le métal, il a conduit la chaleur, mais il conduit aussi l'électricité. Il conduit la chaleur et l'électricité. Voilà, donc ici, plus le ρ est grand, plus la résistivité d'un corps solide est grand, et plus la résistance est grande. Donc l'idéal pour avoir une bonne conduction électrique, c'est que la résistivité doit être la plus faible possible. À ce moment-là, si la résistivité est la plus faible possible, la résistance est beaucoup plus faible et le courant peut passer facilement. Passer plus facilement. Voilà. Et ça, c'est la loi de Pouillet pour les matériaux solides. Mais c'est valable pour les solutions liquides. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que c'est que ρ? Ben, c'est la résistivité de la solution électrolytique pour les solutions. Et qu'est-ce que vous allez me dire, ouais, mais l'analogie avec les solutions par rapport au solide, le L, qu'est-ce qu'il vaut? Mais c'est la distance interélectrode. Le L ici, c'est la distance interélectrode, et S, vous aurez compris que c'est la section des électrodes. Voilà. Donc, on a une certaine résistivité au ρ. Alors, mais dans les solides, je reviens sur les solides maintenant, on a aussi la loi de d'Ohm. La loi d'Ohm, quand on met une force électromotrice, hein, voilà, ben, là on aura un potentiel U au banc de la résistance. Ben, ici, si je néglige la résistance interne, je dis qu'elle est petite, cette résistance interne, si je dis qu'elle est très petite, très faible, ben, je peux estimer que E vaut U. E vaut U. Voilà. Et donc, quand vous fermez un circuit électrique, bien sûr, généralement, vous mettez un interrupteur. Voilà, si vous fermez le circuit, il y a un courant qui va passer. Et ce courant va dépendre de la résistance. Parce que le courant voudra U sur R. Pour un potentiel donné, si la résistance elle est grande, ben, le courant sera petit. On aura un faible courant qui va passer. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande résistance. Et plus le corps est isolant, et moins ça passera. Plus le corps est mauvais conducteur, moins le courant passera. Parce qu'il y a une grande résistance offerte au passage du courant. Donc le courant sera très faible quand il va passer. Jusqu'à voir isolant. Isolant, c'est-à-dire le courant, bon, des petits courants ne savent plus passer. C'est pas parce que des petits courants ne passent pas que des très gros courants pourraient passer. Même c'est un cadran éclair, il peut traverser beaucoup de choses. Hein. Un cadran éclair, il peut traverser voilà, beaucoup de choses. Il y a des limites, c'est des mauvais. Ils ont quand même une résistivité. Voilà, mais résistivité, isolant, une résistivité très. Une résistance très très grande, donc une résistivité très très grande. Voilà.
elles offrent une difficulté au passage du courant, mais il ne faut pas les mettre n'importe quel courant non plus. Voilà. Alors, voilà. Donc ici, c'est un peu la même chose. On aura les fameuses lois d'Ohm, aussi bien, ouais, bien, donc le I, il est proportionnel à la tension, à la résistance. Hein. Le courant, si on a une grande résistance, le courant est faible. Voilà, si on a une petite résistance, le courant est grand. Voilà, maintenant, I égale U sur R, ça veut aussi dire que si on a un grand courant au bord d'une résistance, ben, la tension sera élevée parce qu'il y a un grand courant pour une résistance constante. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Bon, on peut jouer avec cette loi de Ohm. Hein. Bon, elle a trois configurations possibles. U égale R fois I, I est égal à U sur R, et R est égal à U sur I. Voilà, c'est trois configurations. Et on peut en discuter énormément d'ailleurs dans les transistors. Dans les transistors, les diodes et tout ce qui s'ensuit, ça. Bon, la loi d'Ohm, bon, c'est pas ça qui manque. Hein. Dans les transistors, les diodes et tout ce qui s'ensuit, la loi d'Ohm, elle revient, je veux dire, et elle est mise à toutes les sauces. Elle est mise à toutes les sauces. Et c'est justement comprendre les circuits, c'est comprendre en partie ceci. En partie. Ça ne suffit pas, mais bon, ça en partie. Voilà. Bon, alors ici, revenons à nos moutons, ici, la solution, ben, il y a toujours ce fameux U égale R fois I. Bon, on a toujours ce fameux R égale ρ L sur S. Je vous ai dit que le L, c'est la distance interélectrode, le S, la section des électrodes, R est la résistivité. Voilà. Et U, c'est la tension générée aux bornes de la pile. Il y a un courant de passage, si vous fermez via une ampoule, il y aura un courant de passage voilà, qui va dépendre de la résistance, bien sûr, de l'ampoule. Bon, mais maintenant, attention qu'ici il y a plusieurs résistances. Hein, parce que, ouais, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une résistance interne comme la résistance de l'ampoule. Hein. Faire très attention, on peut négliger la résistance interne de la solution. Si R est très grand par rapport à petit r, on peut négliger petit r. Hein. Mais maintenant, si R est petit, là on ne peut plus négliger le petit r. Il faudra tenir compte de la résistance interne de la solution. Tout comme une force électromotrice ici. Bon, généralement, tout à l'heure, voilà, j'ai une résistance ici, voilà, avec un circuit ici, voilà, je mets une force électromotrice. Bon, logiquement, je dois mettre une résistance interne. Hein. Enfin, ça, c'est l'ancienne norme. C'est l'ancienne norme, mais bon, je veux dire, je dois mettre une petite résistance interne parce que tout composant a une résistance interne. Parce qu'il est composé de matériaux, donc solide, et donc fatalement, il a une résistance. Mais ici, c'est liquide, il a une résistance quand même. Une résistance interne. Il y a une résistance interne. Voilà. Donc, on a une résistance externe qu'on peut avoir une résistance interne. Bon, ce qui veut dire qu'ici, les lois d'Ohm, c'est R égale ρ L sur S. Et U égale R fois I. Bon. Alors, le ρ, c'est ce qu'on appelle la résistivité. Bon, la résistivité, l'unité, c'est RS sur L. RS sur L. RS sur L. Les paramètres géométriques, c'est L et S. Donc ici, on a R qui est en ohm, S sur L qui est en centimètres. Je vais mettre en centimètres, hein, bon, voilà. Centimètres cubes, centimètres, je m'excuse, centimètres carrés sur des centimètres qui fait des ohms centimètres. C'est des ohms centimètres. Ohms centimètres. La résistance est en ohms. Hein. Pas confondre la résistance et la résistivité. La résistance dépend de L et S, des paramètres géométriques, mais dépend de la résistivité. Voilà, mais la résistivité, c'est la propriété intrinsèque au matériau. Et voilà, il dépend du matériau lui-même. Voilà, il dépend du type de matériau que vous avez, la nature du matériau que vous avez en possession. Ben ici, je parle de solution. Le ρ va dépendre de la nature de l'électrolyte. Donc, le ρ est donné en ohms par centimètre. En ohms fois des centimètres. Alors, on peut définir ce qu'on appelle ρ, on peut définir la conductivité. Autant ceci est la résistivité, je peux définir 1 sur ρ, l'inverse de la résistivité, qui est la conductivité, que j'appelle sigma, ou je peux l'appeler qui ou sigma, peu importe.
Inverse. Alors pourquoi parler d'inverse? Mais c'est normal parce que ici, la résistivité, regardez bien, la résistivité, pour parler de conductivité, c'est mieux. Parce qu'en résistivité, c'est le contraire de la conductivité. Voilà. Quand on parle de résistivité, ben, on se dit, bon, ça conduit moins bien. Parce que la résistivité est grande. Plus la résistivité est grande, ça conduit moins bien. Donc, il y a un antagonisme au niveau bon, des explications. Alors, pour éviter ça, on parle de conductivité. Là, en ce moment, en termes de conductivité, si la conductivité est grande, ben, le passage du courant se fera très bien. Voilà, il n'y a pas d'antagonisme au niveau des explications, au niveau de la conductivité électrique, au niveau du passage du courant. Passage, là, la résistivité est grande, le passage du courant sera petit, mais là, plus la conductivité est grande, plus le courant est grand. Ça veut dire que la conductivité est un meilleur moyen pour expliquer, je veux dire, les effets de conductivité électrique. Conductivité électrique. Donc on parlera de conductivité. Bonne conductivité, ben, ça conduit bien. Mauvaise conductivité, ça conduit mal. Donc, vaut mieux parler en termes de conductivité, soit de qui ou de sigma. Alors, si vous parlez en termes de sigma ou de qui, je vous rappelle que 1 sur O, on vient de le voir, c'est 1 sur des ohms, ohms centimètres ou ohms mètres. Bon, je peux mettre des ohms mètres, si je travaille en mètres, je mets des ohms mètres, il n'y a pas de problème. C'est des ohms centimètres ou des ohms mètres, c'est comme vous voulez, c'est pas un problème. Voilà. Mais ici, comme c'est des distances petites interélectrodes, je vais mettre des ohms centimètres. Bon, mais maintenant, ça veut dire, si j'inverse, c'est des ohms moins 1, centimètres moins 1, qu'on appelle des mots. C'est le contraire du ohm, mot. Ohm, l'inverse de ohm, c'est mot. Ça, c'est l'ancienne unité des mots. Mais en vérité, on peut appeler ça des Siemens, centimètres moins 1. C'est des Siemens. Siemens, centimètres moins 1. Voilà. Alors que là, on parlera plutôt de conductivité. Ça veut dire que si la conductivité est bonne, on a un bon passage du courant. Bah, je préfère parler en termes de conductivité que de résistivité, parce que sinon, il faudrait voir tout à l'envers. Il faudrait voir tout à l'envers. Donc ici, pour éviter d'avoir quelque chose qui je veux dire, qui n'est pas à l'envers, bon, vaut mieux parler en termes de conductivité et non pas de résistivité. Voilà. Alors maintenant, sachez aussi que la résistance a son inverse aussi. Voilà. Qui est G. G, c'est l'inverse d'une résistance. G, c'est ce qu'on appelle une conductance. Voilà. Donc là, on a 1 sur des ohms. Là, ce sont des Siemens. La conductance est en Siemens. Voilà. La conductance, là aussi, comme c'est un inverse d'une résistance, la résistance, quand elle est grande, ça ne conduit pas bien. Mais voilà, quand la conductance est grande, c'est que ça conduit bien. Donc là, encore une fois, là aussi... mais le problème, c'est que la conductance va dépendre de paramètres géométriques comme tels que là. Puisque c'est l'inverse d'une résistance, ben, ça dépendra de L, S et ρ. Voilà, donc la conductance, mais on parlera de conductance plutôt que de résistance, et on parlera de conductivité plutôt que de résistivité, parce que là, c'est mieux. Grande conductivité, ça conduit bien. Grande conductance, ça veut dire que voilà, on a un bon passage du courant dans le circuit. Voilà. Ceci étant dit, maintenant revenons à nos concentrations. Alors ici, le sigma ou le chi, mais je vous ai dit, c'est l'inverse de la résistivité. Bon, ça se mesure, je vous l'ai dit, en ohm par moins 1, mètre moins 1 ou centimètre moins 1, peu importe. Bon, alors là, cette conductivité est bonne si plus vous avez des ions. Plus vous avez des ions, et plus la conductivité est bonne. Mais jusqu'à un certain point, bien sûr, vous allez le voir. Si vous augmentez la température, hein, on augmente la température, mais la conductivité va augmenter. Donc, le sigma ici, il est fonction de la température. Mais la résistivité aussi, il est fonction de la température. Hein. Ce sont pour les solides, c'est la même chose, on a les lois de Mathiesen. Loi de Mathiesen, bon, pour les solides, donc fatalement, on comprend que si c'est valable, il y a la variation de la résistivité en fonction de la température. C'est normal, c'est propre à l'intérieur du corps, il se passe des choses au niveau moléculaire. Donc fatalement, si la température fait bouger certaines choses, ben, on comprend qu'au niveau de résistivité, il va avoir voilà, ça va bouger. La résistivité fonctionne de la température pour les corps solides. Mais il est vrai aussi que pour les corps en solution, ben, la résistivité est dépendante de la température.
Et donc, la conductivité dépendra de la température. Ça veut dire que pour avoir une bonne température, si vous avez une température élevée, on remarque, bon, si vous mesurez, vous prenez un conductimètre, à partir du conductimètre, vous mesurez deux solutions. Une à une température de 18 degrés et une à une température de 25, une à une température de 30 degrés. Attention, à même concentration. Hein. Vous prenez par exemple une concentration décimale ou décimolaire. Décimale ou décimolaire. Et vous prenez 2-3 températures, hein, 2-3. Voilà, vous faites varier les températures 10, 25, 30, 35. Et vous allez voir que la conductivité va changer. Donc la conductivité de l'eau, par exemple, à 5 degrés n'est pas la même que celle à 10 degrés. L'eau ne conduit pas bien, je vous le dis tout de suite. Hein. Vous allez voir la constante de l'eau, K hauteur, ou KO. Vous allez voir que bon, l'eau contient très peu d'H+, et d'OH-. Les concentrations d'H+ ou en H- sont minoritaires. Bon, vous allez augmenter la température, c'est pas ça qui va augmenter beaucoup les ions. Voilà. Mais si vous prenez différentes solutions, vous allez mesurer à l'aide d'un conductimètre, bon, à 0, 18, 25, 30, 35 degrés, vous allez voir que bon, la conductivité, fatalement, elle va bouger, fatalement, parce que c'est pour une concentration, à concentration constante, hein, bien sûr. N'allez pas changer la concentration, parce que là, c'est tout à fait normal que la conductivité va changer. Voilà, donc la conductivité est fonction de la température. Bon, si la température monte, ben, la conductivité, l'électrolyte conduit mieux. Si la température diminue, la conductivité diminue. Bon, voilà. On voit bien ça en hiver avec les batteries. Hein. On voit bien que la conductivité, quand je dis sigma, c'est qui aussi, hein, c'est la même chose. Hein, que je dis qui ou sigma. Certains l'appellent sigma, d'autres l'appellent qui, voilà. Voilà. Donc vous remarquez ça, hein, vous pouvez remarquer que bon, si vous faites donc un laboratoire, ça se fait au laboratoire, ça se voit, ça se perçoit au laboratoire, parce que le laboratoire, il sait faire ça. Hein. Bon, quand vous faites de la chimie, il y a la théorie, voilà, il y a la pratique. La pratique, c'est-à-dire le calcul. Les calculs pour bien comprendre la théorie, mais aussi, vous avez des laboratoires pour observer, voir certaines choses et, on peut dire, mettre en place les choses en place par rapport à ce que vous avez vu en théorie et dans les calculs pratiques, aux exercices pratiques. Quand vous faites de labo, ben, c'est ça. Quand vous avez compris des choses au laboratoire, ben, je veux dire, c'est des choses qui restent à vie. Vous avez compris, et voilà, vous mettez en pratique la théorie. Et donc ça, c'est du laboratoire. Vous faites un laboratoire. Vous allez voir que la conduction va bouger en fonction de la température et que plus la température va élever. De toute façon, dans la vie courante, vous voyez ça avec la batterie de voiture. Hein. En hiver, la voiture, bon, elle a des problèmes au niveau de batterie. Quand il gèle ou quelque chose comme ça. Mais quand il fait plus chaud, ben, la batterie travaille mieux. Elle a un meilleur rendement en été qu'en hiver. Alors, il y a plus de porteurs ioniques dans la solution. Et fatalement, la conductivité est très bonne. Bon, donc on a ici l'ionisation est favorisée par la température, c'est ça que je veux dire. L'ionisation est favorisée par la température. Bon, voilà, donc c'est favorable. Hein. La température qui qui s'élève fait en sorte que ça a un effet favorable sur la conductivité. Donc la température a un effet favorable sur la conductivité dans le sens où si la température monte, mais la conductivité va monter, donc on aura une meilleure conduction au niveau au sein de la solution. Bon, de quoi ça dépend aussi? Mais ça dépendra aussi du type d'électrolyte, tout comme dans les résistances, la résistivité, et donc fatalement l'inverse de la résistivité, qui est la conductivité. Je parle en termes de conductivité, comme je dis, pour éviter de parler en sens inverse. Hein, en sens inverse. Mais la conductivité dépend du matériau. Pour un solide, il dépend d'un matériau pour un solide. Mais la conductivité va dépendre du type d'électrolyte. Si vous avez un électrolyte fort, il y aura une meilleure conductivité, c'est normal parce que il y a plus de porteurs de charge à l'intérieur. Il y a plus d'ions.
il y a plus d'ions. Donc fatalement, un électrolyte fort, voilà, il y a plus... Électrolyte fort, ça veut dire qu'il va se dissocier complètement. Hein. Je pense à un acide fort ou une base forte, il va se dissocier fortement. Donc s'il se dissocie fortement, ben, ça va donner plus d'ions. Et donc ces ions-là, l'électrolyte sera dit fort, et donc le sigma sera grand, d'autant plus grand, ou le qui sera d'autant plus grand que l'électrolyte est fort. Maintenant, inversement, si l'électrolyte est faible, ben, on a une faible conduction, et donc le qui sera petit. Le qui ou le sigma, on aura une faible conduction. Voilà. Donc vous avez vu qu'il y a un effet de température qui est favorable suivant que la température monte sur la conduction, et on a un effet favorable si l'électrolyte est fort. Donc si vous voulez avoir une belle pile, ben, vous prenez un électrolyte fort. Un électrolyte fort, vous faites une pile avec un électrolyte fort, et vous montez la température, et voilà. Mais de toute façon, la température, on n'a pas le choix. C'est la température extérieure de la pile, voilà. C'est le milieu, le local où vous êtes qui fera l'ambiance de la température. Hein. Bon, voilà. À moins que de ramener de l'énergie de chauffage pour modifier la température, pourquoi pas. Bon, mais ça, on peut penser à ça en hiver, quand vous avez une pile qui gèle, ben, vous mettez une résistance tout autour en faisant très attention que, que la résistance n'influence pas certains paramètres et ne vienne voilà, créer des dommages. Hein. Faut faire attention aussi. Bon, alors il reste un dernier élément. Le sigma, le problème c'est que on comprend que les électrolytes, bien, on est en chimie, et en chimie il y a un élément fondamental, c'est les concentrations. On doit pouvoir jouer avec des concentrations en chimie. Hein. Concentration, quand je dis concentration, c'est soit on peut augmenter C, ce qu'on appelle augmenter la concentration, ou soit diminuer la concentration, ce qu'on appelle faire une dilution. Mais donc on doit pouvoir jouer avec ça. Alors pour jouer avec ça, bon, pour manipuler les concentrations, on ne parlera plus de conductivité sigma. Pourquoi? Parce qu'on va faire intervenir un élément fondamental qui est la conductivité équivalente, qui est la conductivité équivalente d'un volume qui correspond à un équivalent gramme. Donc, qui est qui ou sigma, si vous voulez, fois un volume, c'est qui sur une concentration, ou si vous voulez, sigma sur un... Je prie sigma ou qui, peu importe. Hein, voilà. C'est qui sur une concentration, ou sigma sur une concentration, qu'on appelle voilà, le lambda. Voilà. Et là, maintenant, on peut jouer avec les concentrations, parce que je fais intervenir un volume qui correspond à un équivalent gramme. Donc voilà, donc je fais intervenir une concentration, il n'y a pas de problème. Là maintenant, je peux jouer avec les concentrations, enfin jouer, manipuler, faire des laboratoires, soit sur les concentrations, soit en dilution, en augmentation de concentration, et voir comment évolue le lambda. Et non plus regarder le sigma ou le qui, mais on va regarder par rapport au lambda, parce qu'on fait intervenir un volume. Mais là, qui dit volume, dit qu'il faut faire très attention. Alors je vais expliquer la chose. Alors, bon, là il y a des phénomènes d'inversion qui vont se passer. Le lambda est égal à, je viens de le voir, sigma ou qui, hein, fois un volume V qui correspond à un équivalent gramme, ou sigma sur une concentration, ou qui sur une concentration. Bon. Voilà. Bon, la première chose à savoir, c'est que si on augmente les ions, maintenant on va jouer sur on va manipuler les concentrations. Alors si on a une concentration d'ions qui est faible, petite, ben, la conductivité va être comment? Elle va être petite. Voilà. Maintenant, si c'est normal, il y a moins d'ions, voilà. Si on a une concentration d'ions qui est grande, logiquement, le sigma, la conductivité devrait être grande. Oui, mais s'il y a une concentration trop grande en ions, trop grande, à ce moment-là, la conductivité rediminue. La conductivité rediminue. La conductivité va rediminuer. Donc il y a des limites à tout ça. Hein. Il y a des limites, ça ne va pas augmenter éternellement.
Alors, il faut savoir aussi qu'en dilution, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va augmenter la concentration, enfin, on va diminuer la concentration parce que c'est une dilution, le lambda va augmenter. Voilà. Et j'ai fait un tableau hein, pour un acide fort, pour une base forte. Mais là, on entamait voilà, des dilutions en litres. On mettait 1 litre, 10 litres, 100 litres, 1000 litres. On arrive vite à une concentration qui était constante. C'est ce qu'on appelle le lambda infini, ou lambda équivalent. Oui, quand je dis équivalent, quand je dis ça, ça s'appelle le lambda équivalent parce que ça renferme un équivalent gramme. Hein. Ouais, quand je dis lambda équivalent, ça renferme un équivalent gramme. C'est juste pour ça pour qu'on appelle le lambda équivalent. Mais à un moment donné, le lambda ici, il est variable en fonction de la dilution, mais à un moment donné, il devient constant. C'est normal, j'ai fait une vidéo là-dessus en disant que quand il s'agit d'un électrolyte fort, par exemple, si je prends le cas d'un électrolyte fort, mais à un moment donné, on atteignait une limite. Voilà, on avait une constante. On ne savait plus avancer parce que tout était dissocié. On arrivait vite à une dissociation parce que ce sont des électrolytes forts. Ah, si vous mettiez 1 litre, 10 litres, 100 litres, 1000 litres, à un moment donné, il n'y a plus rien voilà, à diluer. Tout est dissocié complètement. Tout est dissocié complètement pour les électrolytes forts. Voilà. Il en est de même pour les sels parce que les sels sont considérés comme des électrolytes forts. Voilà. Ce qui va poser problème, ben, c'est pour les électrolytes faibles. Par exemple, je pense à un acide faible. Un acide faible. Là, à ce moment-là, on sera arrivé à très grande dilution qu'on n'aura pas encore la dilution infinie. On n'aura pas une constante. Et à ce moment-là, il faudrait aller très loin en dilution, que c'est pas possible de faire ça en laboratoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le calcule. Connaissant des valeurs, on crée des réactions bien spécifiques et de l'acide fait par rapport à ce qu'on connaît sur des bases fortes ou des acides forts et on peut déterminer son lambda équivalent limite. Voilà, par calcul. Par calcul, on peut le faire parce que bon, il est trop loin. Il est trop loin, donc on va faire des calculs. Bon. Ceci étant dit, je vous avais expliqué une fois que il y a un phénomène, c'est des phénomènes spécifiques ici. Pourquoi quand on dilue comment on appelle ça? Pourquoi quand on dilue la conductivité augmente? C'est simple à comprendre, c'est parce qu'il y a un phénomène, un antagonisme qui est créé. Bon, si la concentration en ion augmente, le sigma augmente, la conductivité augmente. Ouais. Si la concentration augmente. Mais si on dilue, la concentration diminue. Donc si on dilue, la concentration, la conductivité devrait diminuer. La concentration de la conductivité devrait diminuer. Mais c'est pas le cas parce qu'en fait, diluer, c'est ramener, je veux dire, voilà, c'est ramener de l'eau par exemple. Ramener de l'eau, c'est faire en sorte qu'on a la théorie d'Arrhenius-Oswald qui va revenir recasser des ions qui n'ont pas encore été cassés. Ce qui veut dire que la conductivité va remonter. Donc on aura un effet antagonisme entre un sigma qui diminue et un sigma qui augmente. Et là, la proportion la plus grande qui va prendre effet, c'est celui où l'eau est rajoutée, où la théorie d'Arrhenius fait en sorte qu'elle va casser des molécules, donc fatalement les molécules vont se casser et vont donner plus de porteurs de charge. Donc plus d'ions, elle va donner plus d'ions. Là, elle va donner plus d'ions, là on a une diminution de la conductivité. Diminution de la conductivité, là une augmentation importante de la conductivité et une diminution faible de la conductivité. Parce que là, c'est parce qu'on dilue, mais là, c'est parce qu'on rajoute de l'H2O. C'est pas la même chose. Il y a deux effets. Mais l'effet là, il est plus fort que celui-ci. Donc fatalement, c'est normal que la conductivité va augmenter plus vite qu'elle ne diminue. Donc, ce qui veut dire que quand vous faites un tableau de dilution, lambda étant dépendant de la conductivité, je prends le sigma à la place du qui. Voilà, comme voilà, vous allez diluer, je prends sur V, sur C, je prends ces formules-là, vous allez diluer, c'est-à-dire la concentration va diminuer, le lambda devrait augmenter, oui, mais c'est parce que aussi on a le sigma qui augmente ici. Il y a un sigma qui augmente et un sigma 1 qui diminue, dû à la dilution, mais il y a un sigma 2 qui augmente, c'est dû à celui-là de l'H2O qui vient casser
les molécules là. Et alors quand bon, quand il est tout dissocié, voilà, ben, on a un lambda constant qui est le lambda limite. Hein. On a un lambda constant qui est le lambda limite. Et quand vous diluez, le volume augmente proportionnellement à la dilution. Donc le V ici, il augmente proportionnellement à la dilution parce que bon, vous augmentez le volume. Donc V, le volume augmente proportionnellement à la dilution et augmente plus vite que le qui ne diminue. Donc la conductivité équivalente se doit d'augmenter avec la dilution. En d'autres termes, ça veut dire que le C ici, la concentration diminue, le sigma d'un côté il diminue, d'un autre côté il augmente parce qu'il y a un inférieur d'antagonisme, mais le sigma ici il augmente plus que le sigma ne diminue, ce qui fait en sorte que le lambda ici augmente. Dans le bilan des courses, ben, le lambda va augmenter jusqu'à une limite, bien sûr, jusqu'à une limite qui est le lambda infini. Vous allez diluer, le lambda va augmenter pour un produit bien défini. Vous allez diluer encore, le lambda va augmenter. Vous pouvez faire des labos. Hein. Vous faites des labos sur le lambda. Vous augmentez, voilà, vous diluez jusqu'à un certain point. Et vous allez voir qu'à un moment donné, pour certains composants, le lambda est atteint. Vous allez avoir une constante qui est le lambda infini. Voilà, qui est le lambda limite, équivalent limite. Voilà, donc c'est-à-dire que l'électrolyte sera complètement dissocié. Et deviendra bien sûr le lambda deviendra constant. Alors pourquoi il devient constant? Bien, c'est parce que bon, tout s'est dissocié déjà de 1 et que le volume V et qui varie en sens inverse, mais de manière, on va dire, en même proportion. Donc lambda ne varie plus. V va, le V et le qui vont, il y en a un qui va augmenter, l'autre qui va diminuer, mais dans les mêmes proportions. Il n'y en a plus un qui va gagner par rapport à l'autre, donc il varie dans les mêmes proportions, donc le lambda ici reste constant. Voilà. Alors, dernière chose avant de terminer, faut pas oublier que quand on dilue la concentration, la concentration occupée par les molécules. Donc, quand on dilue, la concentration est faible. La concentration est faible et le volume occupé par les molécules est petit. Et il reste beaucoup de place pour les ions. Il reste beaucoup de place pour les ions. Voilà. Donc, bon, ça c'est quand avant le lambda limite, bien sûr. Hein, avant le lambda limite, c'est-à-dire on dilue, ben, le lambda augmente, mais à un moment donné, il n'augmente plus. Hein, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de place pour les ions, puis on dilue, il y a beaucoup de place pour les ions. Mais on peut expliquer ça de plusieurs manières. Hein, voilà, c'est multiparamétré, c'est plusieurs paramètres qui viennent. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait un petit calcul sur le pH hein, en disant que à un moment donné, le pH, si vous diluez, j'avais calculé, je ne sais plus pour quelle concentration, moins log de la concentration en H3O+, je ne sais plus pour quelle concentration, mais si, pour 10-1, si la concentration en H3O+, valait 10-1, ben, le pH valait 1. Le pH valait 1. Voilà. Maintenant, si vous diluez en cours, on va mettre 10, ouais, donc ça c'est normal sur 10, je mets normal sur... Oui. Enfin bref, ici, si je fais un calcul de concentration de pH, vous allez voir que je n'obtiendrai pas un pH de moins 1. pH de moins 1, c'est pour 10, voilà, pour 10. Concentration H3+, qui vaut 10, ça fait, non, c'est 10 exposant 1, ça fait 1. Voilà. Là, j'ai un moins 1, mais vous n'aurez jamais moins 1. Vous n'aurez jamais moins 1. Voilà. Pour un pH de 10-1, là, vous aurez moins 1, ce qui fait 1. Là, on aura un pH de 1. Mais si vous mettez, là j'ai pris 10-1, ce qui fait n sur 10, là j'ai pris
dizaines. Voilà, n sur 10 à dizaines. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, on a augmenté la concentration. Oui, ici on l'a augmenté. Mais ici on a augmenté la concentration, on n'a pas dilué. On a augmenté la concentration parce que là il était 0,1N. Voilà, pour passer de 0 à 1N, on augmente la concentration. Donc, quand on augmente la concentration au niveau du pH, bon, on n'arrive pas à moins 1 parce que le pH, il est au minimum à 0. Le pH est au minimum à 0. Donc, ça veut dire que si vous mettez un ampèremètre, la conductivité va stagner autour de 0 ampère. Ça veut dire qu'il y a une très petite conductivité. Bien que vous êtes à très grande concentration, mais là, c'est au niveau de la concentration, pas de la dilution. Oui, c'est au niveau de la concentration. Mais, de toute façon, ça s'explique. Hein, bon. Quand on dilue, la concentration est faible, le volume occupé par les molécules est petit et il reste beaucoup de place pour les ions. Et là, on a une ionisation qui est plus totale. Voilà. Voilà. Mais si on concentre, ben, si la concentration est grande, le volume occupé par les molécules est grand et il reste peu de place pour les ions. Voilà. Et là, on a une conductivité beaucoup plus petite, mais on n'aura pas voilà, une conductivité beaucoup plus petite. Mais ça joue sur la concentration. Mais ici, c'est plutôt sur la dilution. Voilà. Ça, c'est plutôt en termes de concentration au niveau des pH. J'aurais dû pas parler de ça parce que c'est vrai que ça peut créer un trouble. Un trouble parce que c'est en termes de concentration. Et ici, c'est en termes de diminution de concentration. Alors que quand je parle de concentration là-bas, c'est augmentation de concentration. Ici, c'est en termes de diminution de concentration. Donc, c'est en termes de dilution. Je parle en termes de dilution. Quand on va faire voilà, le tableau en laboratoire de comment est-ce qu'on appelle ça, de base forte ou de sel quelconque ou d'une base forte ou d'un acide fort, d'une base faible ou d'un acide faible, si vous voulez faire un tableau à différentes dilutions données, donc en diminuant à chaque fois la concentration, mais il faudra diminuer la concentration, il faudra faire un tableau pour lequel on voit la concentration qu'on voit la concentration en eau qui augmente, c'est-à-dire qu'on dilue. La concentration en eau augmente, mais la concentration on va dire en acide ou en base diminue. Si vous augmentez la concentration en eau, vous diminuez la concentration en acide, en base ou en sel. Et donc, fatalement, si la concentration en acide ou en base ou en sel diminue, le lambda est censé augmenter par un phénomène de passe-passe. C'est ça que je veux dire. Il y a un phénomène de passe-passe là-dedans. Parce qu'il ne suffit pas de voir la concentration et de se dire, oui, mais ça diminue ici, donc lambda augmente. Non, ça ne va pas comme ça. C'est ça que je veux dire. Ici, c'est multiparamétré. C'est multiparamétré parce que il suffit pas de... Déjà, il y a le volume, il augmente en soi. Vous augmentez le volume V, il y a un volume qui augmente. Donc là, ça a à voir avec les volumes. Vous jouez avec un certain volume. Donc voilà. Le volume joue là-dessus. Mais la conductivité va avoir un antagonisme. Pourquoi? Parce que la conductivité due à l'introduction de molécules d'eau, H2O, et là, bon, ça casse les molécules pour donner des dissociations. Et la dissociation est d'autant plus grande ici, à ce niveau-là, que le sigma ne diminue voilà, à cause de la dilution. Le sigma va avoir le sigma augmente avec la concentration. Et donc si vous diluez, le sigma diminue. Donc vous voyez que ça va bouger, le sigma va bouger sur deux points de vue dû à la dilution, dû à l'H2O, mais la concentration va jouer à un jeu aussi. Donc c'est un jeu de 3 paramètres qui sont là. Et au bout du compte, le total de tout ça, c'est que le lambda augmente. Hein, si vous diluez, le lambda augmente. On remarque que le lambda augmente. Et qu'à un moment donné, ben, le phénomène, vous avez beau diluer, ben, je veux dire, la conductivité et le volume vont jouer en sens inverse, qui vont faire en sorte qu'on aura une constance. Ils vont jouer vraiment dans le sens d'une constance qui va faire en sorte qu'on aura atteint la limite de lambda. La limite de lambda. Qui est le lambda limite. C'est-à-dire que tout l'électrolyte sera dissocié pour autant que c'est un électrolyte qui est dissociable. Parce que si c'est un électrolyte faible, à ce moment-là, on ne verra pas la dissociation jusqu'à une certaine limite et il sera impossible d'intervenir au-delà d'une dilution parce que c'est pas possible, les conditions ne seront pas possibles pour arriver à une telle dilution très grande. Voilà, atteindre une certaine dilution. Quand je dis dilution très grande, ça veut dire rajouter une proportion d'eau phénoménale. Hein. Phénoménale en litres. Hein. Donc à ce moment, on les calcule. Voilà, je vous remercie.